Fatima Bédard, une collégienne de 15 ans, vivait à Stein dans la banlieue parisienne. Elle a été retrouvée morte dans le canal de Saint-Denis quelques jours après la manifestation d'octobre 1961 organisée par Paris. En octobre 2006, avec les honneurs nationaux. Un certain 17 octobre 1961, Fatima brave pour la première fois l'autorité parisienne pour rejoindre une manifestation pacifique organisée par le FLN à Paris. Fatima ne reviendra pas à la maison. Son père, Hossein, ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, signale sa disparition à la police. Les jours qui ont suivi sa disparition, je me souviens que ma mère m'amenait dans les rues de Stein en me tenant par la main. Et notamment dans la rue, je me souviens très bien de la rue et de la rue qui longe la voie de chemin de fer. 40 ans après, ces moments, ces endroits sont bien ancrés dans ma mémoire. Ma mère pleurant et priant. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui demandais pourquoi elle m'amenait tous les soirs et tous les week-ends dans les rues de Stein, mais elle ne voulait pas m'expliquer ce qui se passait, qu'elle était à la recherche en vain de Fatima. Le 31 octobre, mon père a été convoqué par la police pour venir reconnaître le corps d'une femme qui avait été repêchée au canal de Saint-Denis, qui avait été découvert par un éclusier et par les pompiers. Effectivement, en se rendant à l'institut médico-légal, c'est là qu'il a reconnu le corps de Fatima, comme je vous l'ai dit, par ses cheveux et son cartable. D'abord, c'est une réappropriation de l'Algérie de sa propre histoire. C'est le retour de cette fille qui s'est sacrifiée, de Fatima qui s'est sacrifiée pour l'Algérie dans son pays natal, dans son village natal, Tichy. Elle a prouvé un engagement extraordinaire. Je suis persuadée qu'elle a dû pratiquer autant que moi cette aide au niveau de tout ce qui était écrit, tout ce qui était aide, soutien, voilà, parce que la communauté était très réservée, était très limitée au niveau de l'écriture et de la langue française. Quand on a 15 ans, les jeunes filles de son âge, là, il y a eu une double rupture dans sa jeunesse. Une rupture d'abord avec sa jeunesse, elle a prouvé une maturité extraordinaire, et une rupture également avec son milieu, à mesure où elle s'est engagée. Elle a décidé de prendre part à une manifestation qui, tout le monde savait qu'elle allait être violente. Et effectivement, elle a payé le prix. C'est ce prix. C'est ce sacrifice-là que nous commémorons aujourd'hui, dans la mesure où c'est un grand moment de l'histoire de la guerre de libération nationale. Pour mes parents, ça a été une véritable catastrophe, puisque mon père, qui avait combattu durant le second conflit mondial, justement, pour la libération de la France, ils n'ont pas compris ce qui lui arrivait, puisque, pour le remercier, en fin de compte, la France lui enlève sa fille. Et pour ma mère, donc, elle-même, elle est complètement tombée dans la maladie, puisqu'ensuite, elle a été donc de maison de repos en maison de repos, pour essayer de se remonter, puisqu'on lui enlève sa fille, donc c'était tout pour elle. Et cette maladie lui a suivi en 2003. Ce que je dis aujourd'hui, on a ramené ta fille près de, elle est près de toi maintenant. نقر كان فاطمه تموت ونعلمها الى تمطر دولا بيتحوف من فلاس تحوف دولا فلاس تويتسير يعطيك الصحه تحوف فلاس تويتسير دي تمورتيس تويد لا نوري ايما ولا il familia smara et mortis كون ويت كونتا من كلام كونتا. Je réalise que c'est seulement maintenant que je fais le deuil en fait, que je l'ai pas fait jusqu'à aujourd'hui. Ces événements vécus
il y a tous ceux qui sont partis avec elle, qui sont morts avec elle. Ils étaient nombreux, des centaines. Et c'est vraiment une reconnaissance pour leur mémoire. Fatima, c'était la plus jeune. C'est devenu un symbole. Et effectivement, il y a vraiment de l'apaisement aujourd'hui. Vraiment une vraie paix. Pour comprendre l'origine et les conséquences de la manifestation du 17 octobre 1961 à Paris, il nous faut remonter à l'année 1958. Avec un effectif de 100 000 soldats, la France poursuit sa politique de répression. Les Algériens sont arrêtés, torturés et exécutés au nom de la pacification et du maintien de l'ordre. En 1958, Maurice Papon est nommé préfet de police de Paris. Maurice Papon a été envoyé en Algérie au mois de mai 1956 pour y exercer les fonctions très importantes d'inspecteur général de l'administration en mission extraordinaire dans l'est de l'Algérie. C'était ce qu'on appelait un IGAM. Et c'est le président du conseil, Guy Mollet, secrétaire général du Parti socialiste SFIO, qui l'avait envoyé en Algérie. En Algérie, Papon a coordonné l'action des forces civiles et militaires dans le Constantinois en particulier, dans l'Aurès. Il a dirigé, impulsé une guerre dont on sait avec quelle méthode elle a été menée, la torture, les camps de regroupement, les interdites, etc. Et puis, au mois de mars 1958, c'est-à-dire toujours sous la 4e République, à la suite de manifestations de policiers à Paris, le gouvernement de l'époque, sous proposition du ministre de l'Intérieur qui s'appelait Maurice Monouri, a de venir pour occuper la fonction de préfet. Le 9 juillet 1958, Michel Debré est Premier ministre. En été, parution du livre Gangrène, témoignant des tortures subies par les étudiants algériens tenus dans les locaux de la DST. Il faut comprendre que les années de guerre d'Algérie ont donné lieu à des crimes clandestinement, qui officiellement éteignaient l'usage de la torture, on le sait, c'était une pratique institutionnelle, mais qui officiellement a toujours été niée. On a affaire, dans cette période de la guerre d'Algérie, on a affaire au mensonge d'État. Juste après sa nomination, le 26 mars 1958, Maurice Papon déclenche une vaste opération de police dans la région parisienne. Bilan, 4000 interpellations et 400 arrestations dans les milieux algériens. Le FLN réagit et le 25 août 1958, à minuit, une vague d'attentats organisés par le FLN touche Marseille et Paris. Le second front est ouvert en métropole. C'est à 2 h du matin que s'est produit l'attaque du garage de la préfecture 66 boulevard. La police en patrouille au bois de Vincennes interpellé des musulmans algériens dans 3 voitures automobiles se trouvant en stationnement. Tout matin, à proximité de la zone descendirent et tirèrent soudain une rafale de coups de pistolet. Une tentative d'incendie était dirigée contre la toucherie. Porte des Lilas, 2 musulmans algériens conduisant une puissante voiture ont été immobilisés après avoir tiré des coups de feu. La police a riposté. La nuit dernière, l'un des hommes a été tué, suivi d'incendies se sont produites au parc de gazoil de la Mourpiane. Un incendie s'est déclaré vers 2 h 30 du matin. Plusieurs réservoirs sont en feu. Immédiatement, à courant de leurs diverses casernes, les marins-pompiers munis de moyens très puissants attaquèrent le sinistre. À Montpellier, c'est l'arrivée d'un camion qui a mis en fuite un groupe de 8 Nord-Africains qui avaient déposé 2 sphères de carburant ont pris feu chez l'établissement Mobile Oil à la suite de violentes explosions. La première sphère contenait 300 litres de supercarburant, la seconde 900 000 litres d'essence ordinaire. Mourpiane a été donc détruite par un groupe assez solide qui était composé de Kiri Bekadour, un Bonnois, un ancien boxeur d'Annaba, assez courageux, de Abou Lahmar, Mohamed de Ghlizen, aussi courageux,
mais celui-là qui avait une vie assez particulière, il vivait au port. Hein. Et d'ailleurs, c'est lui que j'avais recruté pour la première fois pour attaquer un bateau de guerre. Et finalement, nous avons attaqué le président de Casalé. Et c'était très facile pour lui de pénétrer à l'intérieur de n'importe quel bâtiment. Et le troisième, c'était un certain Mezache. Tous les spécialistes français en France ont convergé vers Marseille. Et parce que c'est là, disons-le, où les actions ont réussi. Et donc, on a été arrêtés. Et sur 63 personnes dont j'avais dans la charge et le contrôle, 4 ou 5 ont été arrêtés. En août 1959, les harkis s'installent dans certains quartiers de Paris, dans le 13e arrondissement et dans le 18e à la Goutte. La répression, pour nous, Fédération de France, a été accentuée. Je dirais bien les harkis qui sont venus d'Algérie, je l'ai dit, mais c'est une réalité. À leur tête, le capitaine Montaner, qui était le responsable, il est venu du Clos Salambier. Et bien, les harkis, ils ont multiplié les actions déjà des massacres, dans les cas parisiennes, c'est sûr. Ils ont jeté à la Seine depuis janvier jusqu'à août. Les policiers procédaient à des arrestations. Procéder à des arrestations, gêner quelque peu le fonctionnement de l'organisation, tabasser en pleine rue des militants. Il y a eu même au Bois de Boulogne des suppressions physiques. Et que, devant cette situation, dans nos rapports organiques, il y a un chapitre qu'on appelle répression. Et nous ne manquions pas de souligner dans nos rapports organiques qu'il n'est plus possible de demeurer, il faut que la Fédération prenne des actions. On réfléchit sur les formes d'action à mener, nous ne pouvons pas rester passifs à subir les affres de la répression, par des arrestations massives, de fermeture de cafés, d'empêchement de fonctionner pour l'organisation. Ces événements, ils ont poussé, comme nous avec nos militants, armés, parce qu'on a des groupes armés, nous aussi. Nous, on a ciblé les harkis, on a exécuté dans les casernes, on a exécuté même des policiers français, mais des policiers, pas n'importe quel policier. On n'a pas fait la chasse aux policiers parce qu'il a une uniforme. Eh bien, on a fait la chasse aux bourreaux, aux Français, ça veut dire aux policiers, aux inspecteurs de police qui ont torturé, qui ont massacré des Algériens. Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. En janvier 61, on peut s'attendre à ce que finalement le conflit arrive à sa fin et que des négociations vont s'ouvrir. Le problème, c'est que les fervents défenseurs de l'Algérie française, eux, ne vont pas en démordre. Et on va assister à une situation explosive. On est à un moment où il y a de très profondes divisions du côté français, puisque au mois d'avril 1961, il y a eu une tentative de coup d'État militaire qui a échoué, et il y a la multiplication des attentats terroristes de l'organisation armée secrète. Et qui refuse la perspective de l'indépendance de l'Algérie et qui s'est fixé, entre autres, pour objectif d'assassiner le chef de l'État français, le général de Gaulle. Il va y avoir une première tentative d'assassinat de Gaulle au mois de septembre, au début du mois de septembre 1961. On va assister à l'été 61 à une multiplication des attentats de l'OAS, attentats qui vont viser essentiellement tous les défenseurs de la cause algérienne, mais également les travailleurs algériens par des plastiquages des hôtels fréquentés, occupés par ces travailleurs algériens. Le 2 et le 3 avril 1961, les harkis organisent une ratonnade à la Goutte d'Or. Bilan, 127 blessés graves et 32 établissements saccagés et pillés. Quant à Maurice Papon, il fait saisir Libération du 5 avril pour éviter l'apparition d'une enquête sur les exactions. On a également une multiplication
des attentats du FLN, tout simplement parce que le FLN est à l'été 61 dans la même logique que De Gaulle, que le général De Gaulle, c'est-à-dire arriver en position de force lors des négociations finales. Et puis il y a de profonds désaccords entre De Gaulle et son Premier ministre Michel Debré, qui n'accepte pas l'évolution de De Gaulle dans le sens de la reconnaissance de l'indépendance. C'est comme ça que, à la suite d'une conférence de Gaulle au mois de septembre, eh bien, Debré lui remet sa démission, en désaccord avec l'évolution de la politique de Gaulle. Tentative d'assassinat contre De Gaulle. Et donc Debré ne rend pas sa démission publique, voyez-vous. Donc on est, vous voyez, dans une période de crise, hein, une crise extrêmement profonde de l'État français. Donc dans les rapports adressés à la Fédération de France du FLN, on peut lire, je vais vous lire un très court passage qui montre combien la situation était à son paroxysme. Donc c'est un rapport d'un militant adressé à la Fédération de France, qui est daté du mois de septembre 1961. Depuis quelques mois, nous assistons à une haine subite s'emparer de l'ensemble du corps policier, à l'égard des Nord-Africains sans exception. Les sévices multiples sont exercés sur la majorité des frères, tels les insultes, les coups de crosse, de poing, les piétinements jusqu'à l'évanouissement. La police nous déclare que puisque vous voulez la guerre, vous l'aurez. Et ceci devant la population française, qui ne s'émue pas outre mesure pour marquer sa désapprobation. Et c'est le contraire qui se produit, à croire que c'est une pièce de théâtre. En 1961, les négociations françaises butent sur la question du Sahara algérien. Donc les négociations sont rompues et au mois d'août 1961, il y a un durcissement de la répression. À Paris et dans la banlieue parisienne, il y a une multiplication des rafles, des violences commises contre les Algériens et qui sont en particulier le fait de la force police auxiliaire qu'on a appelée à l'époque les harkis. C'était une force de police supplétive sous les ordres du préfet de police et créée par le préfet de police et qui pratiquait la torture dans un certain nombre d'hôtels qui avaient été occupés par ces supplétifs, en particulier dans le 18e arrondissement. Dans les archives de la préfecture de police, on découvre notamment qu'entre le 1er octobre et le 15 octobre, 37 cadavres d'Algériens sont repêchés dans la Seine ou découverts sur les voies publiques. À fin août, au début du mois d'octobre, 11 policiers sont tués par le FLN. 17 autres sont blessés. À la suite de l'assassinat par des commandos du FLN d'un certain nombre de policiers suspectés par le FLN d'avoir pratiqué la torture, c'est un certain nombre de militants arrêtés. Maurice Papon, notamment à l'occasion de l'enterrement de l'un de ces policiers, Maurice Papon fait entendre aux fonctionnaires de police ceci, je cite de mémoire, « Pour un coup reçu, nous en porterons 10 ». Ce qui, évidemment, dans le contexte de l'époque, n'a pu être interprété que comme une très grande liberté donnée à ces fonctionnaires de police dans le cadre de la répression contre les militants du FLN. Préciser néanmoins sur ce point que, au regard des responsabilités qui sont celles de Maurice Papon, au regard du contexte de l'époque, il est clair qu'il n'a pu agir sans avoir l'aval de son supérieur, le ministre de l'Intérieur, et plus généralement sans avoir l'aval politique du gouvernement et du chef de l'État d'un point de vue très général. Papon, dans les jours précédents, leur avait dit qu'il serait couvert. Lorsqu'il tuait un Algérien, il serait couvert, au nom de la légitime défense. Le 5 octobre 1961, Maurice Papon instaure un couvre-feu visant uniquement ceux que l'on appelle les Français musulmans d'Algérie. Ce couvre-feu, que nous avons considéré comme étant un acte de guerre, il fallait absolument le contester, il fallait absolument le réduire à néant. Donc le comité fédéral s'est réuni et en tenant compte de toutes les observations qui lui avaient été formulées par les militants, il a prévu une action en 3 phases. Premier jour,
17 octobre, ça devait être une sortie globale de tous les Algériens de Paris et de banlieue qui devaient défiler sur les grandes artères avec leurs familles, leurs enfants, leurs femmes, etc., pour mettre à néant la mesure de couvre-feu. Le deuxième jour, les commerçants devaient, dans les quartiers algériens, observer un jour de grève. Et puis, nous avions prévu, au niveau du comité fédéral, une répression assez sévère et nous avions envisagé que le troisième jour aurait été une manifestation de femmes algériennes qui auraient été alors défilées ou plutôt manifester devant les administrations, devant les portes des prisons ou des commissariats où auraient été, d'après nos prévisions, arrêtés et détenus leurs maris, leurs époux, leurs enfants, etc. Des directives strictes étaient données de ne point prendre avec soi, même pas un canif. Cette manifestation doit être une manifestation pacifique. J'ai donc communiqué ces directives à M. Bourdonnais, leur indiquant les lieux qui nous sont réservés en ce qui nous concerne, c'est boulevard Bonne Nouvelle, La Concorde, Champs-Élysées. La préfecture de police a saisi des documents dans la matinée du 17 octobre sur lesquels il était indiqué que ces manifestations devaient être impérativement pacifiques. Des hommes, des femmes et des enfants se dirigent vers Paris, qui par bus, qui par métro. 7000 policiers, 2 compagnies de CRS et 3 escadrons de gendarmes mobiles ont été mobilisés par Maurice Papon. Ils ont pour directive de procéder à l'arrestation des manifestants par tous les moyens. Le mot d'ordre est largement suivi. Les Algériens descendent dans la rue malgré les risques encourus. J'ai pris part moi-même contre l'avis de l'organisation qui tenait à maintenir l'ossature de l'organisation d'éviter les arrestations. À la sortie du métro Étoile, Opéra, Concorde et bien d'autres, les manifestants sont attendus. Ils sont matraqués à coups de crosse, de gourdins, souvent jusqu'à l'évanouissement. Sur les trottoirs, des corps inertes baignent dans le sang. La police était à l'intérieur des quais et à l'extérieur, bien entendu, où j'ai reçu des coups de matraque, des coups de casque sur la tête. À Châtelet, les manifestants sont rassemblés dans les couloirs de la station avant d'être embarqués vers les centres de détention. Au Pont de Neuilly, un barrage composé de policiers, de CRS et de harkis bloque les manifestants. C'est un policier qui a parlé de ce pont-là. Il a dit qu'on a fermé ce pont à partir de Bagnères et jusqu'à Clichy. Et tous les Algériens qui traversaient, ou même dans les cars, on les faisait descendre des cars, on les a regroupés, on les a massacrés, justement tabassés, et on les jetait par-dessus justement de la Seine. Et j'ai été mis dans des paniers à salade, bien entendu, avec des coups. Nous sommes arrivés tout le long de la quai. Un des policiers m'a demandé ce que je savais nager. J'avais répondu que non. Il m'a dit au fond. Du haut de ce pont-là, nous sommes à côté du pont Saint-Michel, du haut de ce pont-là, alors que vous avez le palais de justice, ici, la préfecture de police à côté, eh bien, le soir du 17 octobre, on jetait des hommes à la Seine. Des policiers jetaient des hommes à la Seine. Donc, si vous voulez, c'est bien la preuve que ces policiers-là agissaient en étant convaincus qu'ils seraient impunis. Et d'ailleurs, ils l'ont été. Hein? Ils agissaient en ayant la certitude qu'ils étaient couverts. Ils ne m'ont pas jeté à la Seine. Ils n'ont pas jeté ce qui était dans mon car à la Seine. J'étais à la Saint-Cloud, au stade Coubertin. C'est un stade de basket, de volley, il y a plusieurs. On était donc parqués. En arrivant là-bas, nous avons été accueillis par un comité d'accueil de policiers en 2 lignes et avec des matraques et des gardes mobiles avec des casques qui pleuvaient sur la tête des manifestants, sur la tête de ces militants. Et c'est ainsi
Moi, j'ai reçu encore un deuxième coup de casque, je suis tombé évanoui. Lorsque les premiers éléments sur les comportements des policiers sont connus, Maurice Papon ne donne aucune consigne visant à faire en sorte que les fonctionnaires de police modèrent un tant soit peu leur comportement. Par ailleurs, on sait que des exactions ont continué d'être commises dans les centres de rétention et les différents lieux réquisitionnés par le pouvoir de l'époque pour dans lesquels les manifestants avaient été rassemblés. La torture est généralisée, vieille pratique du système colonial français. De la honte, la scène témoigne, la vérité refait surface. Ils ont réprimé une manifestation pacifique. Il est avéré que les hommes, les femmes qui défilaient dans les rues de Paris n'étaient pas armés, n'étaient pas animés d'intention de commettre des violences, mais simplement de s'exprimer pacifiquement. Et malgré cela, la police a agi avec de façon très organisée et très méthodique pour réprimer en utilisant l'extrême violence. Il était en réalité imprévisible que ça prenne cette tournure parce qu'on est sorti absolument de tout ce qui pourrait relever d'un quelconque maintien de l'ordre. Quand on jette des hommes à la Seine, hein, quand on se livre à des actes visant à éclater les crânes avec ces longues matraques qu'on appelait des bidules, hein, on entre dans quelque chose qui relève de la barbarie. La presse française ne pouvait passer sous silence une manifestation d'une telle ampleur. On annonce des chiffres, on maquille la vérité. Vous savez, à l'époque, il faut bien savoir que la presse était fréquemment saisie. Il me semble qu'il y a eu des réactions diverses parce que les partis de la majorité de l'époque, évidemment, ont voulu taire ces événements ou les minimiser. On a mis une chape de plomb sur ce qui s'est passé cette nuit-là, avec la présentation de versions tout à fait mensongères. Rappelez que pour le 17 octobre 1961, les protestations de la part d'organisations françaises opposées à la guerre d'Algérie seront extrêmement minoritaires. Même si la presse reconnaît le caractère violent de la répression, seuls 2 morts sont annoncés. En vérité, on ne peut pas prendre en considération le seul 17 octobre. Le seul 17 octobre, il y a eu des dizaines de victimes. Mais il faut prendre en considération l'ensemble de la période qui commence au mois de septembre 1961. Durant toutes ces semaines, on retrouve des cadavres. Hein. On en retrouve avant le 17 octobre, dans les jours qui précèdent le 17 octobre, et on en retrouve après. Et en ce qui me concerne, j'ai pu établir une liste d'environ 400 cas de personnes, parfois identifiées, parfois non identifiées, hein, qui ont été retrouvées dans la Seine, dans des canaux, dans des bois autour de Paris, etc. Dans les archives de la préfecture de police, on a une liste des expulsés vers l'Algérie. Le problème, c'est que dans ces listes des expulsés, j'ai procédé à beaucoup de recoupements. Et notamment le travail de Pierre Bréchard, qui a travaillé sur les archives du FAS, m'a permis de faire un recoupement assez intéressant. C'est-à-dire qu'on a des centaines de noms. Et sur ces centaines de noms, on retrouve le cas d'un Algérien, Moussa Yammar, âgé de 25 ans, qui est mis sur ces listes des expulsés en Algérie, alors que Pierre Bréchard a vu dans les archives du FAS que ce même Moussa Yammar est mort des suites de ses blessures liées au 17 octobre 61. Donc ce qui veut dire qu'il y a de très fortes chances que la police a camouflé les morts du 17 octobre 61 en disant tout simplement qu'ils ont été expulsés vers l'Algérie. Cette hypothèse m'est un peu confirmée également parce qu'il faut savoir qu'il y a eu énormément de demandes faites par des tiers ou des familles concernant les disparus suite au 17 octobre 61.
Et j'ai recensé 117 demandes. Et dans ces demandes, il y a également des formules qui ont été envoyées avec le convoi, parce que le terme est utilisé, le convoi. Donc c'est des petites formules qui nous laissent penser qu'effectivement, il y a eu ce camouflage. En lisant Constantin Mennick, je trouve la réponse à une question que nous nous posions. Nous avons des militants qui ont disparu. Et des militants très importants au plus haut niveau, qui nous ont causé un mal extraordinaire à l'organisation. Et cet homme-là, et c'est pas moi qui le dis, c'est Mennick qui le dit, cet homme-là a été placé dans le béton, a été emmené par avion et balancé au-dessus de l'Atlantique. C'est pas moi qui le dis, c'est Constantin Mennick. La répression n'a pas cessé. Pour illustrer ces faits, dans ma propre structure, un restaurant, en 1962, à l'aube de l'indépendance, au 121 boulevard Bessières, dans le 17e arrondissement, a été mitraillé, où 3 de nos militants ont été assassinés par l'OAS, par la main gauche. En tout état de cause, c'est la répression des services de répression français que nous avons conduit, que moi-même j'ai conduit à l'hôpital, à la morgue de la Riboisière. Tous les historiens s'accordent aujourd'hui, enfin les historiens sérieux s'accordent à dire aujourd'hui qu'il s'agissait bien de quelque chose de prémédité par les autorités françaises. J'ai tenté de dénombrer les victimes à partir de toutes les sources possibles. Les archives de la Fédération de France du FLN, les registres des cimetières, les registres des hôpitaux, les archives de justice, de la justice française, les archives de la préfecture de police, etc. C'est sur cette base-là que j'ai pu établir une liste. L'opinion publique n'avait pas notion de l'ampleur de la répression et des atrocités commises. Et je crois que c'est toujours pas dans la conscience collective aujourd'hui parce que ces événements ne sont toujours pas reconnus. Ce massacre a été organisé par les autorités de police de l'époque, et Maurice Papon joue là un rôle évidemment absolument essentiel. Je veux dire organisé d'une part parce que la répression est organisée, parce que les lieux de détention ont été réquisitionnés, parce que Maurice Papon avait donné aux fonctionnaires de police l'assurance que quoi qu'il fasse, au fond, il ne serait jamais sanctionné, et qu'en dépit des informations qui lui ont été données, il n'a jamais cherché à les limiter dans leur action, et qu'il a laissé ces fonctionnaires de police agir. Et donc de ce point de vue-là, je crois qu'on est effectivement autorisé à conclure que nous sommes bien en présence d'un crime d'État, d'une part, et évidemment aussi, nous sommes bien en présence d'un crime contre l'humanité. L'OAS frappe, en Algérie comme en France. À Boulogne-Billancourt, une bombe destinée à André Malraux fait perdre l'œil à Delphine Renaud, une fillette de 4 ans. À l'appel des syndicats de gauche, une manifestation anti-OAS est organisée le 8 janvier 1962. On déplore 8 morts et 256 blessés. Effectivement, la manifestation de Charonne va très vite recouvrir complètement les massacres du 17 et 18 octobre 1961, alors que les deux événements sont sans commune mesure l'un avec l'autre. Rappelez qu'à Charonne, il y a 8 militants du Parti communiste qui sont frappés à mort par des fonctionnaires de police dans le cadre de la répression de cette manifestation, alors que dans le cadre des massacres des 17 et 18 octobre 1961, on a affaire à plusieurs centaines de manifestants tués, donc les événements sont extrêmement différents du point de vue de l'ampleur de la répression, et pourtant, effectivement, c'est Charonne qui va très vite recouvrir les massacres des 17 et 18 octobre 1961, notamment sans doute en partie à cause de ceci,
que, au fond, la manifestation de Charonne permet justement aux organisations de la gauche traditionnelle de conforter leur mythologie partisane en se présentant comme des organisations antifascistes, d'une part, parce que c'était entre autres une manifestation appelée contre l'OAS, et comme également des organisations anticolonialistes. Tant et si bien qu'effectivement, pour un certain nombre de militants, pour un grand nombre de militants devrait-on dire, ce dont ils se sont pendant très longtemps souvenus, ce n'est pas des massacres des 17 et 18 octobre 1961, mais bien de la manifestation liée à l'enterrement des victimes de Charonne. 40 ans après les massacres du 17 octobre 1961, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, inaugure une plaque en mémoire des Algériens tués sur la rambarde du pont de Saint-Michel. Cette initiative a provoqué la colère de la droite et des syndicats policiers. Une des revendications essentielles du collectif unitaire 17 octobre 61 était l'obtention d'un lieu de mémoire ou d'une plaque. Ce qui, personnellement, m'a gêné lorsque cette plaque a été apposée, ce n'est pas tant le lieu de la plaque, parce que je crois qu'il est très important que cette plaque soit ici, à quelques mètres de la préfecture de police de Paris, c'est-à-dire à quelques mètres de l'endroit où Maurice Papon a dirigé le massacre du 17 octobre 1961. Ce qui m'a gêné à l'époque, c'est principalement le contenu de la plaque, dans la mesure où nous demandions à ce que le massacre commis soit reconnu comme crime d'État, et sur la plaque, il n'est fait mention que de sanglante répression. C'est le premier point. Le second point, c'est qu'il n'est pas fait mention sur la plaque du responsable principal de ces massacres, à savoir de Maurice Papon. Autrement dit, on a affaire à une plaque qui parle d'une sanglante répression, un crime au fond sans nom et sans auteur. Et donc, à l'époque, nous considérions que c'était très en deçà de ce que nous pouvions espérer. À Stains, nous ne connaissons que Fatima Bédar comme victime de la répression policière du 17 octobre. Donc c'est en son hommage que nous avons apposé une plaque de souvenir sur le monument dédié aux victimes du colonialisme. Mais en même temps, évidemment, cet hommage il est rendu à l'ensemble des victimes à travers Fatima. D'ailleurs, à la demande de la famille, le nom ne figure pas sur la plaque et je pense que c'est aussi le souhait de la famille que l'hommage soit rendu à toutes les victimes et pas seulement à Fatima. Mais pour nous, à Stains, nous ne connaissions comme victime que Fatima. En même temps, c'est la première fois depuis le 17 octobre 1961 qu'une plaque a été apposée à Paris. Et le combat qui a été mené à l'occasion du 40e anniversaire ne l'a pas été en vain dans la mesure où depuis, c'est-à-dire depuis 4 ans, un certain nombre de communes de la région parisienne ont pris des initiatives similaires, soit de la mise en place de plaques, soit de la mise en place de monuments et parfois de la nomination de rues en rappel et en référence à ce qui a été perpétré le 17 octobre 1961. Donc il y a eu des avancées au niveau local. Et ces avancées au niveau local, à mes yeux, ne font que souligner encore davantage le fait que les plus hautes autorités politiques de l'État n'ont jusqu'à présent jamais eu le moindre mot en ce qui concerne les massacres d'octobre 61. Le 17 octobre 2007, j'ai été invité par la municipalité de Clichy pour assister à l'inauguration d'une plaque commémorative à la mémoire des victimes du 17 octobre 61. Par la même occasion, Monsieur le maire de Clichy, avec toute la municipalité, m'a offert une médaille d'or en tant que citoyen d'honneur de la ville de Clichy. Si cette distinction a été offerte pour la première fois à un citoyen algérien, un responsable du FLN de l'époque, dont j'ai fait partie, Moudjahid entre parenthèses, qui a activé à Clichy, j'espère que les hautes autorités françaises suivront cet exemple de la municipalité de Clichy pour reconnaître ces événements tragiques et douloureux du 17 octobre 61. Le rapport Mandelkern, à l'origine, devait recenser les archives de la préfecture de police sur le sujet. Or,
son auteur est sorti de ce rôle-là. En ce qui concerne le rapport Mandelkern, donc rappelez qu'il a été commandé par Jean-Pierre Chevènement donc à Dieudonné Mandelkern, qui est membre du Conseil d'État. Ce rapport présente sur un certain nombre de points un intérêt important, notamment parce que il y a des notes du préfet de police de Paris de l'époque, Maurice Papon, qui sont assez intéressantes. Et a, en particulier, sans me nommer, mis en cause mon travail. Bien. Ce qui m'a amené à réagir par un article qui était paru à l'époque dans le journal Le Monde, en conclusion duquel j'écrivais « Je persiste et je signe ». Un massacre a été perpétré à Paris en octobre 1961 par des forces de police agissant sous les ordres de Maurice Papon. Reste que, en ce qui concerne l'évaluation du nombre des victimes, ce rapport, qui d'ailleurs n'a pas véritablement la prétention de faire le tour de la question sur ce sujet, demeure à mes yeux très en deçà de ce qu'est très certainement la vérité, dans la mesure où les travaux importants de Jean-Luc Einaudi sur ce sujet montrent que, contrairement aux chiffres avancés à l'époque, nous n'avons pas affaire à une petite dizaine de victimes, mais plutôt à 150 ou 200 victimes qui ne sont pas des victimes qui ont été assassinées seulement le 17 octobre 1961, mais qui ont continué d'être assassinées dans les jours qui ont suivi cette initiative. Et c'est à la suite de cet article que Papon m'a intenté un procès qu'il a perdu et qui a permis de faire avancer en définitive la vérité sur les événements de 1961. L'accès aux archives à l'heure actuelle, et pour ce qui est de certaines archives, et notamment certaines archives de la préfecture de police, est un accès qui demeure soumis à accord, et en l'occurrence accord de la préfecture. C'est donc un système dérogatoire, ce n'est pas un accès qui est de droit. À l'occasion de la mobilisation pour le 40e anniversaire des massacres, le collectif unitaire qui avait préparé cette initiative avait demandé à ce que ces dispositions soient assouplies et que les règles permettant l'accès aux archives soient réformées dans un sens libéral. Cette revendication n'a pas été satisfaite. Ce qui fait que jusqu'à aujourd'hui, donc, ceux qui souhaitent travailler sur ce sujet ou sur d'autres, dès lors que ces sujets touchent à ce que l'on peut caractériser comme étant des crimes d'État, ils peuvent ou ils sont susceptibles effectivement de se heurter au refus de consulter un certain nombre d'archives et de documents. Lorsqu'en 1997, Maurice Papon a comparu pour ses crimes commis durant l'occupation nazie, les familles des victimes juives m'ont demandé de venir témoigner de ce que je savais de sa carrière. Et donc je suis allé devant la cour d'assises de Bordeaux et j'ai fait état donc de ce que je savais de la carrière de Papon, en particulier à la préfecture de police. Et dans mon intervention, j'ai parlé de la question des archives. Et en sortant de la salle d'audience, on m'a annoncé que la ministre de la Culture avait demandé l'ouverture des archives. Mais en vérité, il va falloir très longtemps pour qu'ensuite, eh bien, ça s'ouvre petit à petit. Mais vous savez, les archives, il ne faut pas croire que la vérité y est inscrite noir sur blanc. Ça n'existe pas, ça. Tous les gouvernements qui se sont succédés, encore une fois, depuis 1961, et malheureusement, des gouvernements de droite comme des gouvernements de gauche refusent de reconnaître cette responsabilité. C'est consternant. Je crois qu'un pays ne peut envisager l'avenir et ses rapports avec les pays voisins, et notamment avec l'Algérie, que si on accepte de reconnaître le passé, y compris lorsque
Il s'agit de crimes imputables aux autorités françaises. Il faut avoir ce courage politique. Pour l'instant, nos dirigeants n'ont pas eu ce courage. Et je le déplore profondément. Espoir. Il confirme aussi l'idée que nous avons eue durant la guerre d'Algérie, que nous n'avons jamais voulu faire l'amalgame entre le peuple français et le gouvernement colonialiste français. Ceux qui étaient jetés à la salle par dizaines, par centaines, de ceux qui portent encore les actes de la répression. Avec le recul, on peut dire que notre génération a fait son devoir. 17 octobre, c'est l'histoire de l'Algérie, de la communauté algérienne en France. Mais ne l'oublions pas, c'est aussi l'histoire de la France. Les faits se passent à Paris. Donc, il est normal que des Français s'inquiètent et s'interrogent sur cette période et qu'ils recherchent le meilleur moyen de faire en sorte que ces événements ne se reproduisent plus.